Bienvenue sur les Achievers, le podcast où on parle vente et business. Ensemble, on va s'inspirer et apprendre des meilleurs. Alors cette saison, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs et de dirigeants commerciaux qui ont lancé ou lancent de nouvelles offres sur le marché. Un mardi sur deux, l'un d'entre eux nous évoquera son parcours, son business model, les stratégies go-to-market mises en place et leur réalité de la vente. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et je vous souhaite une très bonne écoute. Écoute, moi en tout cas, je suis super contente de t'avoir sur les Achievers aujourd'hui, Edouard. Je vais te laisser te présenter, mais dans tous les cas, aujourd'hui, je suis d'autant plus ravie de t'avoir que cette année 2025, je me suis promis de me pencher plus en détail sur le sujet de l'intelligence artificielle, en quoi elle pourrait aider les commerciaux et en quoi elle pourrait leur voler leur place, comme on l'entend un petit peu partout. Ce qui va m'intéresser, bien évidemment, c'est également ton point de vue dessus. Donc voilà. Je suis contente de t'avoir. Bienvenue sur les Achievers. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Puis après, j'aimerais bien qu'on fasse une petite passe sur ton parcours. Oui, merci pour l'invitation et ravi aussi. Donc, Edouard Epaud, fondateur de TamTam, fondateur SEO de TamTam. Et avant ça, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années en tant que, on va dire, sur des postes commerciaux dans la tech, que ce soit côté professional services, côté sales enterprise et enfin en tant que directeur commercial sur le UK. Pour une entreprise qui s'appelait MyTraffic, qui s'appelle toujours d'ailleurs MyTraffic, qui développait un SaaS avec de la data sur les emplacements physiques. Et j'ai renoué du coup mes deux passions, le sales et la data. Puis évidemment, la data en 2025, c'est l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle avec TamTam. Comment tu passes de ce poste de développeur du marché UK à la fondation de TamTam? Quand je suis arrivé au UK et que j'ai commencé à créer l'équipe au UK, moi j'étais le seul Frenchie et tout le monde était British autour de moi. C'était post-série A pour MyTraffic. Donc MyTraffic, c'était un logiciel SaaS sur qu'est-ce qui fait un bon emplacement avec des datas de trafic sur les emplacements. J'avais très peu d'infos sur mon marché. J'avais vendu notamment à des grands comptes comme LVMH ou d'autres sur la France, mais sur le marché du UK, je connaissais pas grand-chose. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé de répliquer un peu les playbooks tels qu'on avait pu les avoir et qui nous avaient permis de faire de la croissance sur la France. Et malheureusement, ça a pas fonctionné. C'était pas aussi simple que ça. Et donc je me suis posé la question de mon TAM. Donc pour ceux qui connaissent pas ce sigle, c'est le Total Addressable Market, donc le marché adressable total de l'entreprise, la liste des entreprises qui peuvent être nos clients. Et donc je me suis posé la question, ok, si on prend un peu de recul, en essayant d'être un peu data driven, quel est mon TAM au UK, comment bien le travailler efficacement et comment surtout essayer de compenser par du ciblage et par de la qualité en termes d'efforts commerciaux la quantité qui était pas là. C'est-à-dire qu'on avait beau envoyer le même nombre d'emails, on avait beaucoup moins de réponses. On avait beau passer le même nombre d'appels, on avait beaucoup moins de conversations. Les gens répondaient 2 fois moins. C'est-à-dire qu'en France, il y a 70, 75, 80% des gens qui répondent pas quand on les appelle. Évidemment, la loi du call, c'est de faire du volume. Au UK, on était à plutôt 90%. Parenthèse, comment tu l'expliques ça? Si je devais résumer, je pense que le UK a quelques années d'avance par rapport au marché français. C'est un peu le schéma, on dit il y a les US, puis le UK, puis le reste de l'Europe. Et donc je pense que les prospects au UK se font beaucoup plus spammer. Ils ont beaucoup plus de requêtes et donc du coup ils vont moins répondre. Et peut-être en résumé, moi ce qui m'a poussé à monter TamTam, c'est à la fois cette grosse difficulté de compréhension de mon marché et de ciblage, et le fait que quand on s'est mis à faire de façon artisanale, à la main, un peu d'effort sur ces sujets-là, en allant chercher des entreprises similaires de nos clients en France, en allant chercher des entreprises qui ouvraient des magasins, etc., on a pu augmenter à la fois le taux de conversion et le panier moyen. On avait un panier moyen 2 fois plus élevé, à 50K versus 25 sur la France. Et ce que j'aime toujours dire, c'est que c'est pas parce qu'on était 2 fois meilleur en tant que sales, parce que c'est pas le cas, je pense pas qu'on était 2 fois meilleur en tant que sales, juste je pense qu'on avait une approche data driven et on était 2 fois meilleur dans le ciblage. C'est plutôt ça la raison. Très bien. Alors du coup, comment se passe ton départ de chez MyTraffic et comment tu lances TamTam? Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi l'élément déclencheur? Alors, il y en a plusieurs. J'ai passé 7 ans sur 3 rôles différents et je pense qu'il y a toujours la question au bout d'un moment de se dire quel est le bon moment pour lancer sa boîte entre le moment où on a l'idée, le moment où on a l'associé, le moment où aussi on pense qu'on a appris un certain nombre de choses, qu'on se sent prêt.
même s'il y a jamais de moment idéal. Je pense qu'il faut démystifier et on peut très bien lancer sa boîte en sortie d'école, la lancer à 45 ans, à 50 ans, il y a pas de règle. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais cette idée de projet, d'essayer d'automatiser sous le format d'un logiciel, ce qu'on avait fait de façon artisanale et à la main dans l'équipe UK chez MyTraffic, et qui avait du coup porté ses fruits en termes de panier moyen, de ciblage, etc. Et je pense que l'élément le plus déclencheur, c'est la rencontre de l'associé. D'accord. Et quand j'ai rencontré François, qui est donc le CTO, on est 2 associés, on s'est rencontrés via le réseau d'HEC Entrepreneurs. En l'occurrence, il y a eu un super match déjà d'un point de vue perso, et c'est très important. Il y a eu un super match parce que c'est très rare d'avoir des CTO qui à la fois sont bons techniquement, capables de réaliser un MVP, et en plus de ça qui ont un bon sens business. C'est ce qu'on peut reprocher, on va dire de façon caricaturale, à un certain nombre de CTO, et c'est normal. Tout comme il y a plein de CEO, qui vont avoir des problèmes à se mettre dans la peau du CTO, et c'est problématique, et vont demander des choses irréalisables au CTO. Donc moi, j'ai la chance d'être ingénieur de formation, donc j'arrive à me mettre un peu dans la peau du CTO. Lui, il a fait un master complémentaire du coup à HEC, donc il arrive à se mettre dans la peau du CEO. Et je pense que c'est pour ça que le duo fonctionne très bien. Et en plus de ça, il avait une super expérience dans des SaaS data. Et évidemment, vu notre projet, c'est très aligné, puisque notamment, il s'est associé avec un VP d'Amazon pour lancer une boîte sur toutes les datas sur Amazon, vente directe, indirecte pour des grands comptes comme L'Oréal sur Amazon, une boîte qui s'appelle IOLab, et qui l'a amené jusqu'à un stade où la boîte était bootstrappée, il pouvait se relancer dans un nouveau projet, et c'est ce qu'il a fait avec TamTam, voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais du coup expliquer aux auditeurs des Achievers ce que fait exactement TamTam? Qu'est-ce que tu mets à leur disposition? Nous, on met à leur disposition une plateforme SaaS où on va avoir un certain nombre d'agents IA qui vont s'orchestrer en back pour leur permettre d'être plus efficients. Un sales, aujourd'hui, l'image que peuvent avoir les gens si vous parlez de votre métier autour de vous, c'est des gens qui vont être au téléphone, en rendez-vous, et qui vont blablater et closer des deals. Voilà. Ça, c'est un peu l'image du sales. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est pas ça. Et en fait, il faut savoir qu'un sales, il passe que 30% de son temps en rendez-vous, ou en tout cas en clientèle, en call, etc. Et sur le reste du temps, les 70%, il y en a plus de la moitié, c'est des études Salesforce ou d'autres qui le disent, 40, 45, 50% du temps qui est passé à faire de l'analyse, faire de la recherche, ce que moi je trouve passionnant aussi en tant que sales. Ça va être rechercher les comptes, avoir son territoire, bien le prioriser, faire de la recherche sur chacune des entreprises dans son territoire, voir lesquelles pourraient avoir des besoins par rapport à ce que moi je vends, trouver les contacts, les enrichir de numéros de téléphone, faire de la prospection qualitative, etc., etc. Et donc toute cette partie-là, recherche au sens large, nous, avec de l'intelligence artificielle, on arrive à l'automatiser. C'est-à-dire qu'on arrive pour nos clients, en un claquement de doigts, à comprendre finement ce que eux ils vendent, en allant rechercher un certain nombre d'informations sur leur site web, dans leurs documents commerciaux, etc. Et donc en fait, on a une intelligence artificielle qui va avoir du contexte et qui arrive après à construire le TAM, donc construire le marché adressable de ses clients, toutes les entreprises qui peuvent être clientes, notamment avec des lookalikes de leurs clients existants, donc en allant trouver des clients similaires pour qu'ils puissent répliquer leur succès. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est après de venir prioriser parmi tous ces comptes, ceux qui sont le plus susceptibles d'acheter et d'acheter cher. Si je donne un élément concret, chez MyTraffic, c'est des gens qui ouvraient des magasins, c'est des gens qui avaient des équipes en charge de l'expansion du réseau qui étaient suffisantes, voilà. Et je pourrais expliquer comment on arrive à le dupliquer sur chacun de nos clients, parce qu'on pourrait se dire chacun vend des choses très différentes, et donc comment vous arrivez à répondre à chacun des clients. Et puis après, une fois qu'on a bien priorisé les comptes et qu'on est capable du coup de faire ce qu'on appelle de l'ABM, de l'account based marketing et de l'account based selling sur ces comptes-là, comment on arrive à les travailler efficacement. Donc comment on arrive quand on les appelle, les gens, à avoir un maximum de contexte, à avoir le bon icebreaker, la bonne chose qui a été recherchée sur le compte et sur lequel on est capable de rebondir, et comment on est capable aussi de bien comprendre le compte et de bien comprendre tous les différents interlocuteurs, des organigrammes, etc., pour faire de la vente de valeur. Et ça, c'est ça notre axe, c'est comment on arrive à streamliner, désolé pour les anglicismes, comment on arrive à simplifier toute cette partie recherche pour que le vendeur qui veut vendre, que ce soit à 10 000, 15 000, 100 000, 1 million d'euros en termes de panier, arrive à vendre de la valeur à ses clients.
Et aujourd'hui, la solution s'adresse à absolument tout type de compte ou tout type de client. Quelle est votre cible principale? Notre cible, c'est des gens qui vendent en mid-market et en enterprise. Donc, c'est des paniers à partir de 10K, grosso modo. Alors, on a des clients qui vendent un peu moins, mais qui ont cette approche très consultative, qui s'adressent à du grand compte. Donc, même s'ils vendent peu cher, ils ont quand même besoin d'avoir ce niveau de recherche. En tout cas, nous, notre cible, ça ne sera pas des gens qui vendent de façon très transactionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toujours la même offre, toujours le même discours, qui vont faire du volume sur des petits paniers. Il n'y a pas un type de vente qui est meilleur que l'autre. C'est juste que voilà, nous, c'est pas à ces gens-là qu'on s'adresse. Sur ces gens-là, il faut faire du volume, peut-être de l'envoi d'emails de façon massive, avec l'outbound avec une infrastructure très poussée. Voilà, ça c'est pas notre domaine. Nous, notre domaine, c'est des gens qui vendent 10K, 100K, 1 million et qui donc du coup ont besoin de bien connaître leurs cibles, bien les comprendre, bien les prioriser, puis bien les travailler. Voilà. Tu me décris la solution de TamTam. Je me dis que cette information-là, je peux l'avoir par divers moyens aujourd'hui sur le marché. Comment vous vous différenciez? Quelle est votre valeur ajoutée? C'est une bonne question et elle est difficile à répondre parce que suivant la partie de notre offre, je me dis, est-ce que je pas la même réponse ou pas? C'est pour ça. Mais... Non, mais je comprends. Bah alors peut-être du coup pour essayer de faire dans l'ordre. Il y a trois typologies de data. Il y a les data internes qui sont dans les CRM, dans nos CRM, dans les CRM des clients, etc. Et puis dans les data externes, là va y avoir des data publiques, mais qui vont être des data non structurées. Donc des rapports annuels, des news, les sites web des prospects, etc. Et puis après il y a des sources de données un peu plus difficiles d'accès, comme les profils LinkedIn des gens, leur adresse email, leur numéro de téléphone évidemment professionnel, en relation avec la RGPD. Et ça, c'est d'autres typologies de données. Donc en fait, il y a beaucoup de typologies de données différentes, et c'est pour ça que c'est dur de pas faire une seule réponse sur toutes ces typologies de données. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on invente de la donnée qui est exceptionnelle. C'est plutôt de se dire comment on arrive à orchestrer et à structurer intelligemment de la donnée, qui est de la donnée souvent publique d'ailleurs. Mais cette donnée publique, elle n'est pas exploitée. Exactement, il faut aller la chercher. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la construction du TAM et des lookalikes, bah nous, on allait récupérer l'information sur tous les websites de toutes les boîtes dans le monde, mais aussi leurs news, mais aussi leurs offres d'emploi, leurs rapports annuels. Comme ça, on allait comprendre très très finement leurs activités. Et je dis leurs activités au pluriel, puisqu'une entreprise peut avoir plusieurs activités. Et à partir de ça, bah on vient restructurer. Ça, c'est notre technologie, c'est de nos ingénieurs qui ont travaillé tous ces algorithmes. On vient restructurer cette donnée sous le format de lookalike, donc d'entreprises similaires, qui va largement au-delà de ce qu'on peut trouver sur des bases de données classiques, que ce soit SalesNav ou d'autres, qui fonctionnent par industrie. Donc ça, très précisément, une industrie, c'est quoi? C'est par exemple le retail, par exemple l'immobilier. Sauf que, pour reprendre l'exemple là de MyTraffic qui est assez concret, en fait, dans le retail, on peut avoir des gens qui vont vendre des plantes, des cuisines, voilà, plein de choses. Et de la même façon, on peut avoir deux sociétés qui développent la même chose, le même produit, la même activité, qui vont être dans des industries totalement différentes. Juste parce que quelqu'un au marketing à un moment a bien dû faire le choix de se mettre dans une catégorie et il a fallu faire un choix, piquer collégramme, on s'est mis en retail ou on s'est mis en textile ou on s'est mis voilà. Et c'est là où on arrive à restructurer la donnée différemment, le tout pour répondre à des questions pour nos clients. Pareil sur les rapports annuels, il y a beaucoup d'informations dans les rapports annuels des grands comptes, plus de 300 pages parfois, beaucoup d'informations. Et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on dit voilà, on est capable par rapport à vous ce qui vous intéresse, d'avoir un workflow totalement automatisé qui va ressortir les 5 à 10 points saillants dans les rapports annuels qui vont être intéressants pour vous et surtout s'assurer que cette donnée soit toujours le plus à jour. Et ça, en fait, il y a beaucoup de boulot et c'est pas un boulot même qu'un ChatGPT aujourd'hui arrive à faire. J'adore ça parce que du coup, t'as ce que tu viens de partager, parce que du coup, tu coupes un peu l'herbe sur le pied tout de suite de ça se fait pas comme ça, c'est pas juste en posant la question. Alors en fait, ChatGPT, c'est un super outil, il arrive à faire beaucoup de choses. Mon associé, du coup, CTO, il dit souvent, c'est comme un stagiaire. C'est-à-dire que on peut lui demander de faire beaucoup de choses, il va être capable, mais il va toujours répondre, déjà. Il va pas forcément bien structurer sa réponse, ça va souvent blablater, et il faut potentiellement, s'y remettre à plusieurs fois, bien le guider, etc., etc. Donc, les LLM,
Est-ce que tu peux préciser pour les gens ce que sont les LLM? En fait, les LLM, c'est des large language models. C'est la typologie d'intelligence artificielle, la typologie d'algorithme qu'il y a derrière un ChatGPT ou un Mistral le chat ou d'autres. Et donc, ces algorithmes-là, ils sont très forts pour reformuler, exprimer des choses en langage naturel. Par contre, ils n'ont pas vraiment de vraie compréhension de ce qui se passe derrière, et parfois ça se voit parce que parfois ils racontent n'importe quoi. Et donc typiquement ce qui peut se passer, c'est quand on fait de la recherche sur un compte, ils vont nous faire la recherche sur un compte homonyme, ou ils vont faire la recherche sur des informations qui datent d'il y a 15 ans qui sont allées trouver sur le net, etc., etc. Et évidemment, quand on fait le travail sérieusement, c'est pas suffisant. C'est moi un exemple que j'aime bien dire, c'est en fait, aujourd'hui tout le monde utilise Salesforce ou HubSpot ou d'autres d'ailleurs en tant que CRM. En fait, on peut prendre un carnet et faire un CRM, ou on peut prendre un Excel et faire un CRM, ça fonctionne. Pour moi, ChatGPT, c'est un peu pareil. Et petit à petit, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent que ces technologies-là peuvent être utilisées et utilisables et très utiles, mais elles doivent être orchestrées d'une certaine façon. Et c'est ce que vous faites d'une certaine manière, vous, à l'intérieur de TamTam. C'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est pas le sales qui doit aller lui-même chercher le rapport annuel d'LVMH pour le mettre dans ChatGPT, faire lui-même son prompt et surtout le faire régulièrement parce qu'il y a toujours des nouvelles informations qui arrivent ou à chaque meeting, etc. C'est le matin, il a dans sa boîte mail toutes les informations sur son territoire intéressantes. Quand il fait sa session de call calling, il a son icebreaker automatisé sur des centaines ou des milliers de comptes et de personnes. C'est déjà, il a son territoire, il est capable de créer son territoire dans TamTam, etc., etc., etc. Donc c'est plutôt une logique où on va pusher des opportunités sur le TAM de nos clients plutôt que eux qui vont interroger un ChatGPT pour répondre à une question précise. On a un peu réinversé le schmilblick. Donc vous leur servez un petit peu ça, c'est tous les jours. Tu as parlé de notifications, de boîte mail, c'est tous les jours. Dès qu'il y a de la nouveauté, je reçois l'information dans mon mail. Ça se passe comment ? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on le fait par mail. Là, c'est dans la roadmap suivant quand est-ce qu'on nous écoute, parce que ça va assez vite. On l'aura peut-être déjà dans Slack aussi, parce qu'on a eu des super demandes de clients qui voulaient avoir dans Slack ces informations-là. Mais oui, c'est quotidiennement, on va pouvoir avoir une news sur un de nos comptes de notre territoire. Donc on est sales, on a 50 comptes, on est head of sales, on a 1000 comptes qu'on veut targeter à l'échelle de notre pays. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer toutes les news qui s'y passent. Et en fait, la réalité, c'est que sur ces news, il y en a 1% qui est intéressante. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les sales les lisent pas, les utilisent pas. Et donc nous, notre job, c'est de prendre ces milliers de news, de les lire, de les filtrer, déjà de les filtrer sur des news qui peuvent être intéressantes pour des vendeurs B2B. C'est-à-dire que s'il y a des promos Darty du coin, c'est pas une news intéressante pour un vendeur B2B. Par contre, quand on tape Darty, et si Darty est un de nos clients potentiels, on va avoir ce type de news. Donc déjà, il y a un premier filtre en amont. Et après, il y a un deuxième filtre qui est que comme on a compris de façon fine ce que vendait notre client, et on est capable de dire, là, cette news-là de la Fnac est par rapport à son e-commerce, donc ça ne va pas t'intéresser en tant que vendeur MyTraffic. Par contre, là, la news de la fermeture de la Fnac des Champs-Élysées, ça, c'est une news importante pour toi. Parce qu'à partir de cet insight-là, tu vas pouvoir appeler le directeur immobilier et être très pertinent de lui dire, voilà, j'ai vu que tu avais fermé la Fnac, ton magasin sur les Champs-Élysées. En fait, nous, notre job chez MyTraffic pour nos clients, c'est d'éviter que tu fermes des magasins le plus possible. Et donc, on peut t'expliquer comment avec nos data, notre logiciel, etc., etc. Et donc ça, ce sujet-là, c'est de partir de l'ensemble des news et d'en sortir vraiment la substantifique moelle. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 1, 2, 3%, voilà. Pour que, comme c'est la substantifique moelle et que c'est très pertinent, non seulement les sales puissent l'avoir et l'utiliser, alors qu'en fait sur les milliers de news ils les lisent pas évidemment, et puis qu'après ils puissent rebondir et faire de la prospection. Et donc le workflow en fait il avance comme ça. Il y a la news, puis après trouver la bonne personne et évidemment le bon icebreaker à partir de la news. Voilà. La configuration elle est chronophage ou c'est quelque chose que vous faites assez facilement Non, c'est quelque chose. Après, il y a toujours moyen d'aller plus loin. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est on fait déjà 90-95% du job. Oui, typiquement, en allant chercher sur le site web du client, les testimonials clients, les pages produits. Déjà, à partir du site du client, on récupère beaucoup d'informations. Parce que les clients ont besoin d'un site internet, ont besoin d'une vitrine pour expliquer à leurs
Bien prospects à sûr. eux ce qu'ils font. Donc en fait, avec toute cette masse de data, déjà on a beaucoup d'informations. Après, le client peut décider de rajouter lui-même des documents, des présentations commerciales, des case studies, des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment à sa main. Mais nous, de notre côté, en 15-20 minutes, il y a déjà la grande majeure partie qui est faite. Typiquement, sur les news, on va pouvoir ajouter des topics qu'on veut suivre. Donc, par exemple, je veux suivre toutes les news en rapport aux ouvertures de magasins. Bon, ça, on appuie juste ouverture de magasin. Le topic est rentré, un topic custom pour le client, et ça permet après de l'avoir. Donc, on a 2-3 petites choses comme ça à setup, mais en 15-20 minutes avec le client lors de la session d'onboarding, tout se passe très bien. Si je dis pas de bêtises, donc là c'est vraiment la première partie de l'offre, pouvoir définir le TAM et les audiences, enfin que like pour aller chercher, aller un petit peu plus loin, si je comprends bien. Vous ne proposez pas que ça? Non, nous on essaye d'augmenter les équipes commerciales avec de l'intelligence artificielle sur toutes les étapes. Et donc là, ce que j'ai présenté, c'est l'étape 1, j'ai un peu présenté dans le désordre, c'est l'étape 1, c'est construire le TAM. Donc identifier les comptes intéressants, notamment avec les lookalikes, les comptes qui ressemblent à vos clients d'aujourd'hui, voilà. Et c'est essayer de grossir un peu son champ des possibles, grossir son radar, ne pas avoir d'angle mort. Vous seriez surpris, je parle à des entreprises parfois de 200, 500, 1000, 2000 employés, même sur leur marché comme la France, ils peuvent toujours avoir des angles morts. Parce que ils sont partis de cible grand compte et ils font un move down market, parce qu'ils ont développé plusieurs produits et qu'ils connaissent très bien leur table sur un produit, un peu moins sur un de leurs nouveaux produits, parce que ils s'adressaient à des gens qui vendaient en B2C et que maintenant ils s'adressent à des gens qui vendent en B2B. Il y a plein de raisons pour une boîte de pas avoir l'ensemble de son TAM complètement mappé sur son CRM, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape, identifier son TAM, identifier les comptes. Ce que j'évoquais, c'est presque la dernière étape qui est de monitorer et d'avoir un suivi avec un certain nombre de signaux. Alors j'ai parlé des news, mais on aurait pu parler des changements de poste, on aurait pu parler des nouveaux rapports annuels. Voilà, il y a un certain nombre de signaux. En fait, il n'y a pas que les news. Et puis entre les deux, il y a la priorisation de ce TAM avec l'ajout des signaux. Il y a la prospection, donc sortir les contacts, les numéros de téléphone, les mobiles. Où nous on s'est branché à 18 providers pour avoir un taux de coverage optimal en France et à l'international. Parce qu'évidemment, certains providers sont meilleurs en France, d'autres au UK, d'autres en Allemagne, etc. Et puis après, il va y avoir travailler le compte. Et travailler le compte, ça, c'est un certain nombre d'autres cas d'usage. Ça va être les account planning, les account mapping de filiales, les organigrammes, les power maps. Voilà, c'est entre le moment où on prend le rendez-vous et le moment du closing pour être sûr d'optimiser son taux de conversion et d'optimiser le panier qu'on va aller chercher. Donc il y a vraiment toute cette partie-là, de A à Z, de la vie du sales, qu'on essaye d'augmenter avec de l'IA, ce qui fait que notre positionnement, on n'est pas des pure players, ni de la prospection, ni du monitoring. On est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Vous vendez essentiellement à des boîtes qui font du mid-market et de l'enterprise, qui vendent à du mid-market et de l'enterprise. Votre stratégie de lancement, elle a été laquelle? Product-led ou sales-led? On l'avait déjà évoqué quand on avait échangé une première fois ensemble, mais je pense que c'est important que tu puisses le partager. Nous, on est sales-led aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on sera que sales-led tout au long de la vie de notre société, notamment parce que on a beaucoup de sales qui nous disent est-ce que je peux prendre une licence? Alors nous, on est hyper à leur compte. À leur compte. Est-ce que je peux payer 100 balles, soit avec ma corporate card, soit même à titre perso? Il y en a qui me disent, quand je leur demande, je leur dis vous avez des cartes pour faire des achats de logiciels, etc. Ils disent non, moi je veux acheter à titre perso. Parce que quand on est sales grand compte, et sales grand compte, ça peut être 70 plus 70, 100 plus 100, 150 plus 150, 200 plus 200 en termes de package. Ça peut monter très très haut, surtout dans certaines belles boîtes. En fait, payer un outil 100, 200 euros par mois pour automatiser 40% de notre temps sur des tâches qu'on n'aime pas faire, pour pouvoir se concentrer et passer plus de temps en calling ou plus de temps en rendez-vous, on a des sales qui font le calcul et qui se disent c'est héroïste, ça va optimiser mes commissions et donc je suis capable de le payer moi-même. Donc ça, c'est des signaux qui montrent qu'il faudrait qu'on se développe plus en PLG. Aujourd'hui, on a fait le choix du sales-led pour plusieurs raisons. La première, c'est que je viens de cet univers-là. Moi, en tant que sales, je vendais des paniers entre 10 et 200K d'ARR en acquisition. Mes sales, pareil. Donc, je viens pas du monde du PLG. Et MyTraffic, c'était une super boîte pour vendre en mid-market enterprise, mais pas une boîte pour vendre en PLG. Donc, je pense qu'il y a une question d'affinité de l'équipe de fondateurs avec ce mode de vente. La deuxième raison, pour arriver à 1 million ou 2 millions d'ARR
En fait, ça va quand même beaucoup plus vite en vendant nous-mêmes des paniers à 10, 15, 20, 30K que en vendant des licences à 100 euros par mois par sales. Donc ça, c'est un peu je dirais le deuxième critère. Et après, nous, la vision et ce qu'on propose, notre mission, c'est assez complet. Et du coup, ça peut être potentiellement aussi complexe, ou ça peut être aussi une autre approche par rapport à l'approche qu'ont les gens aujourd'hui. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est pas mal d'avoir un sales dans la boucle pour expliquer et illustrer que ça fait 15-20 ans que un certain nombre d'outils vendent des leads, des centaines de leads, des milliers de leads. Il y a une facturation à l'email, une facturation au téléphone, ce qui est souvent d'ailleurs allié. Donc c'est souvent les boîtes qui vendent à l'email et au téléphone qui vont vous vendre du volume. Là où nous on a une approche beaucoup plus raisonnable, plus centrée sur une approche ABM, donc travailler des comptes, bien ciblés, bien priorisés, etc. Et du coup qui est une approche un peu différente. Il y a de plus en plus de gens, que ce soit aux US ou en France, qui se tournent vers ce type d'approche, notamment parce que l'outbound et le fait d'envoyer des centaines et des milliers d'emails marche de moins en moins. Mais il faut quand même évangéliser un peu sur cette nouvelle façon de fonctionner et de faire du sales. J'entends beaucoup en ce moment, le cold emailing est mort, le cold calling, enfin on l'entend depuis des années, tu vois, mais moi ce qui m'intéressait c'était en effet de savoir toi ce que tu entendais sur le marché par rapport à cette approche volumique qui en 2025 où on est conscient que les budgets sont un peu plus resserrés, que les startups notamment font moins de levées de fonds, qu'on veut plutôt rationaliser, optimiser et performer plutôt que de se dire là on a l'avenir devant nous. Ça m'intéressait d'avoir un petit peu ton retour. Alors déjà, je pense qu'il y a une très grande différence entre de la vente transactionnelle et de la vente mid-market enterprise. J'ai jamais vu le DSI de la Sogé répondre à un client sur un emailing massif et de basse qualité. Donc, c'est mon dernier email, veux-tu bien répondre? donc quand on veut vendre quelque chose de cher à des gens qui sont très sollicités, qui ont déjà beaucoup de choses à gérer en interne, beaucoup de responsabilités, il faut mettre la barre très haut. Le cold email de façon très volumique, malheureusement, mais pas la barre assez haute. À l'inverse, que ce soit un email, que ce soit un LinkedIn, mais bien rédigé, bien senti, complété d'un call avec le même icebreaker, avec le même insight, ça fonctionne. Donc en fait, je vois plutôt l'email comme étant un channel qui peut être utile. Ça peut être utile pour warm-up, ça peut être utile pour même faire du très ciblé mais très personnalisé. Ça peut être utile du coup, comme je disais, pour des gens qui font du transactionnel en termes de canal numéro 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un move de marché où, pour les gens qui font du mid-market et de l'enterprise, l'arrivée de tous ces outils d'automatisation, de séquences d'emails, l'arrivée de ChatGPT pour écrire des emails, en fait, fait que tout le monde reçoit encore plus qu'avant des centaines d'emails, tous écrits de la même façon, et dont la moitié, on sent à 10 km que c'est ChatGPT qui l'a écrit, quoi. Donc c'est un peu ça la vision, et ce qui veut pas dire que du coup le cold email est mort. Faut juste du coup réinventer un peu la haute bande dans son ensemble avec de l'emailing mais plutôt mieux fait que la moyenne, et à côté d'autres typologies et notamment le call qui pour moi notamment sur des sites mid-market enterprise marche beaucoup mieux, quoi. Tout à l'heure tu disais que vous poussiez des icebreakers dans la solution. Est-ce que vous aidez justement à la rédaction d'emails un peu fins? Est-ce que vous donnez quelques phrases pour pouvoir faire du call calling, ou c'est des choses que vous partagez dans l'outil? Sur le call calling, du coup, on a beaucoup d'utilisations liées à des insights icebreakers qui sont générés par l'outil. Sur l'email, on n'a pas aujourd'hui de génération d'emails, justement par rapport à ce qu'on se disait, c'est on se disait que la valeur était dans le fait de le faire de façon très fine. Mais en fait, on remarque qu'on a installé un chatbot qui a toutes les datas sur les prospects. Donc, par exemple, je suis MyTraffic, le chatbot a toutes les datas sur Fnac Darty, si jamais on target Fnac Darty. Et on a des gens, des utilisateurs qui demandent à pré-rédiger des emails à partir des insights TamTam. Donc, ils disent, voilà, à partir des insights TamTam, peux-tu me pré-rédiger un email pour le directeur immobilier, par exemple? Voilà, on a des utilisateurs qui ont ce cas d'usage dans TamTam.
Et du coup, tout simplement, ça nous a poussé à reprioriser. Donc là, on a repriorisé sur la roadmap le fait de sortir un petit email qui puisse être copié-collé, soit directement dans Gmail, soit dans un outil d'envoi un peu plus massif, parce qu'on voit que c'est une demande des utilisateurs. J'allais dire, est-ce que c'est une demande juste? Je sais pas. Mais est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est une demande d'être capable de générer des emails plus fins à partir des insights qu'on propose. Je comprends ta réponse. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi ta conviction personnelle? Ma conviction personnelle, c'est qu'il vaut mieux faire moins, mais mieux. Ça, j'en suis persuadé. Et j'essaie de me l'appliquer d'ailleurs aussi en tant que CEO. Mais je pense qu'il faut faire moins, mais mieux. Que c'est pas si compliqué que ça, en fait, de faire plus 50% de taux de conversion par rapport à dire je veux toujours plus de leads, toujours plus de leads, toujours plus de leads. En fait, quand on voit que la plupart des boîtes ont entre 5 et 12% de taux de conversion, certaines même beaucoup moins. En fait, ce que je dis toujours, c'est passer de 10 à 15% de taux de conversion. On parle pas de taux de conversion hallucinant. Passer de 10 à 15%, c'est 50% en plus. Donc ça, moi, je suis à peu près persuadé que faire à la fois un meilleur ciblage et un meilleur travail tout au long de la prospection, de la préparation de rendez-vous, du rendez-vous en lui-même, du suivi fin de rendez-vous, en fait, ça permet de gagner quelques points de conversion et que ces quelques points de conversion sont beaucoup plus intéressants que de faire du volume un peu bêtement. Donc un intérêt à cibler, à faire mieux mais moins, un intérêt à être pertinent. Ça, je suis persuadé qu'en étant pertinent, en fait, on gagne déjà le respect de la personne en face quand on a fait ses devoirs. Parce que tous les sales te disent en rendez-vous, surtout quand tu interviews pour des futurs sales, nous on est en croissance, donc on est en recrutement, ils te disent voilà, préparez ces rendez-vous, etc., etc. En fait, la réalité, c'est que les sales le font plutôt mal, plutôt pas. Déjà parce qu'ils ont trop de volume à traiter et que du coup, ils ont pas le temps de bien le faire. Donc Tam peut répondre à ça. Mais en tout cas, voilà, bien préparer, bien faire ses devoirs, bien être pertinent, c'est aussi montrer du respect pour la personne en face et c'est aussi engager des meilleures conversations plutôt que de partir de zéro dans un call de discovery de 30 minutes. Au moins, on a fait ses devoirs, on a déjà un premier point de vue. D'ailleurs, aux US, ils appellent ça le POV, point of view, quand on arrive en call. Donc ça j'y crois. Et après, pour moi, les canaux, ça vient vraiment en temps 3. C'est-à-dire que bien ciblé, bien priorisé et bien travailler et être pertinent, c'est beaucoup plus important que le canal qui est utilisé. On peut avoir des réponses en email, on peut avoir des réponses en LinkedIn, on peut avoir des réponses en call. Ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'emails et que du coup, l'email, c'est de plus en plus compliqué. Là où des gens qui sont bons en call, je pense qu'il y en a peut-être un peu moins aussi. Déjà, ça demande de l'humain. Pour passer les calls, c'est quelque chose qui est exigeant, le call, faut pas se mentir. Et donc, j'ai plutôt tendance à mettre de l'énergie, à demander à mes équipes de mettre de l'énergie dans du call et à voir chez mes clients que ceux qui mettent de la bonne énergie dans le call, ça fonctionne. Mais je pense pas que l'email est totalement mort et que ça vaille le coup d'arrêter l'email. Je pense que voilà, le mieux c'est le multi-channel, de l'email, du LinkedIn et du call. C'est juste que le poids du corps, il faut le mettre plutôt sur du call et puis surtout il faut le mettre vers le travail en amont qui est le ciblage et la pertinence. Et aujourd'hui, tu as des retours de tes clients. Est-ce qu'ils voient une différence et est-ce que tu as des chiffres à nous partager sur le gain de temps en fait que ça a permis aux sales ou le gain de performance? Ouais, alors nous on a lancé la société il y a 1 an, donc c'est allé très très vite. Là on a finalisé notre première levée de fonds de 3 millions, donc on est hyper content. On a une trentaine de clients, mais évidemment tous pas avec le même recul. Maintenant une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est sûr c'est qu'il y a du temps gagné. C'est toujours compliqué d'estimer le temps gagné, malheureusement. Parce que déjà, faut le mesurer. Etc. Donc, c'est très compliqué. En tout cas, il y a une espèce de consensus sur le fait que autour de 40-45%, c'est le temps passé à faire de l'analyse, de la data, de la préparation, etc., etc. Et que sur ce temps-là, on arrive à automatiser les 2/3, donc à peu près 30%. Donc ça, c'est un peu un consensus. Qu'on arrive à voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 50% de taux de closing en plus, parce que l'outil est bien utilisé. Ah oui, donc cette donnée que tu nous donnes, c'est vraiment une donnée. Ah oui, c'est vraiment une donnée réelle qu'on a observée chez nos clients.
En fait, il y a une question de conduite du changement. Et c'est ce que je disais, en fait, il faut changer un peu le paradigme et se dire, on va peut-être faire un petit peu moins de volume, mais en ciblant mieux, en étant plus pertinent, etc. Et le ROI est d'autant plus élevé que les gens acceptent ce changement de paradigme. Et donc on arrive justement, ce que je disais, à 50% de taux de conversion en plus. Là, j'étais avec un client qui a augmenté de 30% son panier moyen, parce que quand on cible mieux, naturellement, on a des gens chez qui le pain est plus présent. En plus de ça, on a mieux préparé les discussions et donc du coup, on est plus percutant et on arrive à relier un pain plus haut chez le client, un pain plus corporate, les fameuses frameworks de value pyramide, etc. Et donc, dans ces cas-là, on arrive, là en l'occurrence chez ce client, à 30% de panier moyen en plus. Donc c'est pas négligeable. Ce qui est compliqué nous dans ce qu'on fait, c'est que du coup il y a un ROI à plusieurs niveaux. Et donc bien séparé, et bien quantifié, et bien mesuré, surtout quand on n'est pas chez le client tous les jours, puisque c'est un format SaaS, et qu'on est un peu aussi en demande de nos clients sur ces sujets-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de conversion, plus de pipeline et un panier moyen plus élevé. Ouais, donc sur l'échelle des problématiques, il y a au moins le gain de temps et le gain d'argent et puis le gain d'efficacité aussi. C'est ça. Ouais. Mais le gain de temps, c'est en fait ce qui est rigolo, c'est pour ça peut-être pour rephraser un peu ce que je viens de dire. En fait, le gain de temps, l'idée c'est de le réemployer, ce temps, de le réemployer en allant plus loin dans l'analyse des comptes, le réemployer, etc., etc. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué à mesurer aussi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est il y a le coût. 30% de la masse salariale quand on a 5, 10, 15, 20 sales, en fait, c'est beaucoup d'argent. Donc en fait, tout ce temps-là, si on peut l'automatiser, c'est gagné, c'est un gain. Mais il y a surtout le coût d'opportunité. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez à rechercher sur des choses ou sur des mauvais comptes, en fait, c'est du temps que vous passez pas déjà sur vos opportunités actuelles, mais surtout sur d'autres opportunités que vous auriez pu aller chercher, quoi. J'aime bien la philosophie de TamTam. Tu nous as présenté absolument toute l'offre là de TamTam. En quelque sorte. Ce que j'ai pas dit, c'est quand j'ai parlé des lookalikes, donc du fait de trouver des entreprises similaires aux clients existants pour répliquer ses succès. On peut le faire à l'échelle de un compte ou une niche. On peut même taper en langage naturel, logiciel procurement, peu importe, en langage naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on le fait à travers tout l'historique de la boîte, on arrive à construire le marché dans son ensemble. Et ça, c'est cette approche que nous on appelle le TAM Builder, donc de prendre l'ensemble des clients chez nos clients pour construire le TAM et de dire qu'une entreprise, si elle est lookalike de plusieurs de tes clients, elle a plus de chances mathématiquement de devenir ton client. Et si elle est lookalike de plusieurs clients qui payent beaucoup d'argent, elle a encore plus de chances de te rapporter beaucoup d'argent. Et donc ça nous permet de construire le TAM dans son ensemble. Et après, du coup, de le monitorer, tout ce qu'on s'est dit sur les news, les changements de poste, les arrivées de personas, etc., etc. Mais ça permet aussi de le faire même à l'échelle internationale. C'est-à-dire un peu comme mon expérience chez MyTraffic, de se dire avant d'attaquer un marché, on est capable de savoir quel est le TAM dans chacun de ces marchés, plutôt que de le faire au doigt mouillé. Ouais, donc ça peut être intéressant pour faire de la veille et avant de se lancer à l'international. Et ça peut même dans le cadre de recherche en fait. Nous on a des clients qui font appel à nous parce qu'ils sont dans le cadre d'une levée de fonds et que l'histoire qu'ils racontent au fond c'est l'international et le fait que leur marché est énorme à l'international. Ça leur permet d'avoir des datas et pas juste au doigt mouillé. Ça leur permet aussi d'avoir des datas de tiers parties pour venir appuyer leurs propos. Et puis ça leur permet après, une fois la levée de fonds, de dérouler. C'est-à-dire qu'ils se posent la question de la meilleure géographie à ouvrir en dehors, par exemple de la France, si c'est des boîtes françaises. Et puis une fois qu'ils ont les fonds, et là ils peuvent dérouler. C'est super puissant. Je pense qu'on a bien fait le tour sur la solution. Je comprends bien. J'imagine qu'en termes de facturation, on est sur du mensuel ou une licence classique en SaaS. Nous on est sur un SaaS classique. On fait pas de licence au sales. Aujourd'hui on est illimité en termes de nombre d'utilisateurs. Parce que en fait c'est vraiment un projet stratégique pour la boîte et qu'on n'est pas là à essayer de facturer aux sales. Et puis évidemment ça dépend. On a des boîtes, tu disais tout à l'heure qu'on s'adresse à des gens qui vendent en mid-market, en enterprise. En fait ça c'est des boîtes de toute taille. Ça peut être des boîtes de 10 personnes, ça peut être des boîtes de 1000 personnes qui font des centaines de millions d'euros d'ARR. Aujourd'hui on a la chance parmi nos clients d'avoir des gens vraiment de toute taille. Ça va de je
Je vais vous donner juste deux extrêmes. Ça va d'un côté un cabinet de chasse de tête où ils sont deux, mais ils font vraiment de l'ultra ciblé parce que en fait la chasse de tête c'est de la vente. On a aussi les big boss qui font de l'événementiel B2B. C'est de la vente aussi en fait pour convaincre des gens de venir présenter, avoir des stands, sponsoriser, participer à des dîners. C'est de la vente. Et puis donc ça c'est des sociétés de l'ordre de 70, 100 personnes. WeFin par exemple qui doivent être 75 voilà, donc on a vraiment des sociétés de taille moyenne on va dire, et puis on a des grandes sociétés comme Miracle, Mixpanel qui vont faire des centaines de millions d'euros d'ARR à travers le monde entier avec des dizaines et des dizaines, on est plutôt de l'ordre de 50 70 sales enterprise qu'il va falloir venir outiller quoi tout simplement. C'est très clair sur la partie offre. J'aimerais maintenant que tu m'en dises un peu plus sur votre organisation commerciale. Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que François et toi, vous étiez complémentaires, profil technique, enfin tous les deux de formation ingénieur qui avaient complémenté votre formation par une formation business. C'est toi qui gères la vente ? C'est toi qui as commencé par gérer la vente ? Oui, c'est moi qui ai commencé à gérer par gérer la vente, qui ai fait les premières ventes et qui en fait toujours. Et qui demain va recruter. Du coup, c'est moi qui vais avoir un head of sales, VP sales de mon côté de l'organisation. Aujourd'hui, on est au début de la transition entre founder-led sales et sales-led sales. Donc, pendant les 6 premiers mois, sachant que pendant même les 4 premiers mois, nous, on a eu la particularité d'avoir des ventes avant d'avoir un produit. Ça peut être original, mais c'est parce que comme nous, ce qu'on propose, c'est lié à de la data, et donc la data a beaucoup de valeur. En fait, il n'y a pas besoin d'un produit. Si tu as de la bonne data, parce que tu as des bons algorithmes, en fait, nous, nos premières ventes, on avait des Excel, et les clients le mettaient dans leur CRM et pouvaient bénéficier de leur TAM dans leur CRM, etc., etc. Et donc, ça nous a permis, nous, de voir la volonté des gens à payer. C'est-à-dire on leur présentait un Excel anonymisé et ce qu'on faisait, les algorithmes, la qualité de notre techno, et ils étaient capables d'acheter un fichier très qualitatif qui peut leur apporter de la valeur, de l'efficience commerciale, mais ça reste un fichier. Et donc ça nous a permis de voir que le problème auquel on répondait est vraiment un problème très fort parce que les gens sont prêts à payer et à payer un certain prix pour ça. Et donc on a fait des ventes avant de faire le logiciel. Et donc grosso modo, on va dire que sur les 9 premiers mois de la vie de TamTam, c'est moi qui ai fait les ventes à 100%. Puis là, on a recruté un peu plus récemment côté sales. On a notamment Jonas qui est sales full cycle chez nous, qui est arrivé là il y a quelques mois et qui commence à faire toutes les semaines ses petites ventes. Donc c'est hyper sympa en tant que CEO de voir que l'ARR il monte tout seul. Alors je continue moi à faire des ventes, mais si je fais pas garde, si je prends pas garde, il va peut-être me dépasser au bout d'un moment. Ça sera le signe qu'on a réussi et qu'on a fait quelque chose de sympa. Ouais. Mais non, c'est donc là on est à la période où on onboard du coup des sales. Moi j'ai fait le choix d'onboarder des sales full cycle. Ok, donne-moi tes convictions sur le sujet. Mes convictions, c'est que au démarrage de la boîte, il y a besoin d'un minimum d'expérience pour créer le playbook et pas juste appliquer un playbook. Et quelqu'un qui a, je citais Jonas, je sais pas s'il écoutera le podcast, mais qui a 2 ans, 3 ans d'expérience en termes d'AE, va être capable d'avoir un peu de recul pour même sur de la partie prospection, créer et affiner un playbook. Ce que je pense un BDR junior ne pourra pas faire. Pour moi, les BDR, c'est très utile pour scaler, pour créer et affiner un playbook. C'est pas forcément l'idéal. Et du coup, mon parti pris, ça a été de commencer par un full cycle qui reste plutôt junior, à 2-3 ans d'expérience. Et puis après, au fur et à mesure où on a de plus en plus de leads, des leads de plus en plus gros en termes de taille, pouvoir onboarder des sales seniors, un peu que la machine se rôde petit à petit, et qu'après on puisse onboarder des sales qui ont, comme moi, l'expérience et qui vont pouvoir reprendre toute cette partie-là sur des deals à 20, 30, 50K, sur lequel il faut peut-être un peu plus d'expérience, peut-être plus, 4, 5, 6 ans d'expérience pour les mener à bien. Mais je pense que ça plus sain de commencer par du full cycle pour affiner le playbook, surtout quand on essaye de vendre à des head of sales, VP sales, qui peuvent être des gens
Moi j'adore, hein. Au moins on a des discussions, ça parle franc jeu et on se marre bien, mais qui peuvent être des gens exigeants, qui ont pas forcément beaucoup de temps et sur lequel du coup quand on appelle avec soi-même de l'expérience en tant que sales, on parle un peu plus leur langage, plus de conviction et voilà, je pense que c'est mieux en tout cas par rapport à nous ce qu'on vend et là où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, juste parenthèse, tu viens de le dire et j'y pensais tout à l'heure, c'est ce qui m'avait échappé aussi. Vous vendez exclusivement à des directeurs commerciaux ou parce que la solution peut intéresser également le marketing pour les campagnes, etc. C'est rigolo que tu dises ça parce que moi je suis un ancien DIRCO, donc je pense d'abord au DIRCO, mais de plus en plus, en fait, je remarque que le marketing a un rôle prépondérant. Déjà, c'est souvent le marketing qui a les budgets, donc même si au final le VP Sales tape du poing sur la table et évidemment se fait écouter, il y a le marketing qui doit être dans la boucle. Parce qu'on n'a pas non plus habitué les directeurs commerciaux à avoir des budgets, en tout cas aussi conséquents côté market, mais ouais, je me posais la question récemment de pourquoi, mais c'est vrai que souvent les budgets sont côté marketing, ce qui veut pas dire que le VP Sales est prépondérant dans le choix des outils pour ses équipes, évidemment, mais les budgets sont souvent côté marketing et nous notre approche, comme c'est une approche qui n'est pas que du outil day to day pour le sales, mais qui est aussi une approche en termes de planning et de faire du qualitatif aussi par rapport à l'image de marque, bah c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le marketing. Et de plus en plus, le marketing est sensible aux histoires d'account-based marketing, notamment. Beaucoup plus que les sales. On parle d'account-based selling à un directeur commercial, il va te regarder avec des grands yeux. Alors que voilà, faut lui parler si tu lui parles de compte clé, de target account, de name account, là il va comprendre. Mais voilà, cette notion de account-based, elle est beaucoup plus prépondérante côté marketing que côté sales. Donc le marketing adhère beaucoup à la philosophie de ce qu'on fait. Et donc c'est top. Comme ça, quand le VP Sales va demander, ça passe mieux. Ou alors, parfois, on démarre du marketing et on va vers les sales en temps deux. Et nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que devrait pas y avoir de désalignement entre la partie sales et la partie marketing. Malheureusement, dans beaucoup de boîtes, ça se passe pas aussi bien que ça pourrait se passer. Et il y a un peu toujours les phrases lancinantes sur côté sales, la qualité des leads qui viennent du marketing, et côté marketing, la qualité de ce que font les sales des leads que le marketing leur envoie. Et nous, ce qu'on essaye de faire, step by step, c'est d'avoir un outil qui arrive à réaligner un peu les sales et le marketing autour d'une liste de comptes à l'échelle de la boîte, donc le fameux TAM, et autour de territoires pour chacun des sales. Parce qu'en fait, les territoires des sales, évidemment, ils dérivent du TAM, et ils dérivent de l'analyse du TAM et de la priorisation du TAM. Et du coup, on arrive un peu avec cette logique en funnel, en partant du TAM et en allant vers les territoires et l'exploitation de ces territoires par les sales, donc chaque sales qui a ses 100, 150 comptes, ou même 10 comptes, hein, dans des boîtes où les deals sont plus gros, et on arrive à réaligner un peu les sales et le marketing. C'est la solution, c'est sûr. C'est sûr qu'elle peut intéresser les deux. Juste pour revenir rapidement à l'organisation commerciale. Donc là, tu onboardes les premiers sales. Ça se passe comment en termes de package et de philosophie de rémunération chez TamTam? Est-ce qu'il y a du fixe? La loi t'oblige? Non, quoique. Fixe, le variable, est-ce que c'est déplafonné? Surtout quand t'es une petite boîte, c'est encore notre cas, là, on est une douzaine. Pour moi, le package, c'est la totalité. C'est le fixe, le variable et puis l'equity. Et donc, nous, tous nos sales, déjà, ont de l'equity. C'est pas forcément le cas de toutes les boîtes. Sous forme de BSPCE, voilà. Et par rapport à leur ancienneté, bah, ils vont avoir un package différent, évidemment. Donc, un junior aura un peu moins qu'un senior, mais tout le monde aura de l'equity. Et d'ailleurs, tous les CDI chez TamTam ont de l'equity, que ce soit au marketing, en dev, etc. Tous nos CDI, d'ailleurs, ont du variable aussi. Même les devs. Explique-moi ça. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Moi, j'ai eu du variable pendant des années, et je trouve que quand c'est bien fait, bah c'est un super moteur. Et donc, je trouve ça bien d'incentiver tout le monde sous ce format-là, quoi. Alors évidemment, un dev aura moins de variables qu'un sales, mais un fixe plus élevé. Mais je trouve que la philosophie est bonne. D'accord. Si tu les incentives sur quoi, les devs? Ça va être qualitatif. Parce que tu peux pas incentiver un dev à la ligne de code, sinon il va t'écrire des lignes de code à plus savoir qu'en faire. Non, mais ça pour le coup, c'est mon CTO, c'est François qui gère. Mais voilà, de toute façon, on peut très bien mettre du variable sur des critères qualitatifs, sur des OKR,
sur du NPS d'utilisateur. Enfin, là, on peut faire plein de choses. Donc ouais, tout le monde a de l'equity, tout comme tout le monde a du variable. Et donc, évidemment, les sales en ont. Sur cette partie-là, alors, je dis évidemment, mais il faut faire attention. Nous, les variables est déplafonné avec un système d'accélérateur, avec un système de surcommissionnement sur ce qui aide à la stratégie de la boîte. Donc typiquement des deals multi-year. Voilà, ça c'est du surcommissionnement. D'ailleurs, chez MyTraffic, à un moment, on a fait le choix de surcommissionner le multi-year et d'un seul coup, bizarrement, le taux multi-year a augmenté plus vite que plein d'autres choses. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est si on a un P-plan qui est simple mais qui est aligné avec la stratégie de la boîte, bizarrement, les sales sont alignés avec les stratégies de la boîte. Et après, en termes de répartition, moi j'adore ce qui est très fréquent au UK, qui est ce qu'on appelle le double OTE, c'est-à-dire double on-target earnings, c'est-à-dire que tu doubles ton salaire à l'atteinte de ton quota. C'est un peu compliqué sur des profils juniors à faire, et donc du coup on n'est pas totalement sur du double OTE sur des juniors, parce que le problème du double OTE, c'est que mathématiquement, tu te retrouverais à soit avoir un fixe trop bas, et pour vivre à Paris, il faut quand même payer son loyer, et voilà. Et c'est pas forcément la philosophie de la boîte de dire on va mettre un fixe trop bas, ou alors si tu doublais, du coup, par rapport à un fixe raisonnable de marché à Paris, si tu doublais, bah, t'arriverais à des quotas trop élevés. Parce que typiquement, moi, une des règles que j'aime bien suivre, c'est que le quota soit de 4 à 6 fois le package d'un sales. C'est-à-dire qu'un sales, il peut très bien être payé 100 plus 100, si on reprend d'exemple de Sales Enterprise, à ce moment-là, ça lui fait 200 de package. Il est censé faire un quota au minimum à 800K, voire 200 fois 6, 1,2 million. Donc et ce qui est hyper sain parce que le sales, il faut qu'il paye son salaire, mais en fait, il faut qu'il fasse plus que payer son salaire, sinon c'est pas rationnel pour la boîte. Donc moi j'aime bien ce ratio de 4 à 6. Ouais. Aujourd'hui, nos sales, on a plutôt la logique, totalement la logique que c'est 4 et pas 6. Sur le ratio de 4 à 6, qui est évidemment du coup à l'avantage des sales, parce que moi je pense que c'est bien de démarrer sur quelque chose de très incentivant, et puis au fur et à mesure où la boîte se développe, au fur et à mesure où tu as de plus en plus de marketing, de plus en plus d'inbound, bah là tu peux augmenter de 4 à 5 ou de 5 à 6. Donc là aujourd'hui c'est 4 fois, et donc du coup on comprend que un sales junior, si tu lui donnais par exemple 40 plus 40, donc 80 fois 4, ça ferait 320 de quota. C'est peut-être un peu beaucoup pour lui et du coup c'est pas forcément positif à la fin. Toi t'as envie quand même que tes sales soient au quota, ou en tout cas que 80% de tes sales soient au quota, et donc du coup c'est plus logique d'avoir un fixe qui est plus haut que le variable. En tout cas au fur et à mesure qu'on va vers du sales senior, bah on peut rétablir pour avoir le fameux double OT, quoi. C'est-à-dire qu'un sales senior à 60K, il sera payé 60 plus 60, 120, et il devra aller chercher 480K d'ARR. Un sales qui est payé 80 plus 80, 160, il va aller chercher 640 d'ARR, voilà. Et à ce niveau-là, le double OT, il fait sens en début de carrière, et notamment pour des gens qui vivent à Paris, je pense qu'il fait pas sens. On va arriver à la fin de l'épisode. J'aime bien cet exercice que j'ai un peu laissé de côté sur cette saison-là, mais est-ce que tu te sentirais de me pitcher en 30 secondes TamTam? Bon, on peut essayer. TamTam, c'est une plateforme SaaS dopée à l'intelligence artificielle pour rendre les sales plus efficients et plus pertinents, que ce soit dans l'identification des comptes, dans la priorisation de leur territoire, et puis dans le travail de leur territoire, pour qu'ils puissent se concentrer non pas sur la recherche et sur la préparation, mais vraiment sur la relation qu'ils vont nouer avec leurs prospects et leurs clients, et puis closer un maximum de deals. J'adore. On va essayer. C'est parfait. Est-ce que pour finir, tu aurais un message à passer à l'audience des Achievers? Le job de sales, typiquement, et moi ce que j'aime bien dire en entretien et surtout à des juniors, c'est un très beau métier, c'est peut-être même le plus beau métier du monde. Et c'est un métier qui vous sera toujours utile et pour plein de choses dans la vie. En fait, un entrepreneur aujourd'hui, à la fois, il fait du sales pour vendre son produit et son service, mais il fait du sales avec ses investisseurs, il fait du sales avec ses équipes aussi pour recruter des gens, les convaincre de le rejoindre, etc. Donc voilà, soyez fiers, soyez contents, développez vos compétences de sales et faites-le en étant le plus pertinent, le plus respectueux du temps d'autrui et j'espère que petit à petit le métier de sales
aura en France autant de lettres de noblesse qu'il peut l'avoir dans d'autres pays. Je trouve qu'il n'y a pas forcément toujours une très bonne image du métier de commercial. Et donc mon message de la fin, ce serait plutôt ça, ce serait de dire soyez fiers et faites bien votre boulot et tous ensemble, on va réussir à ce que le métier de sales soit reconnu comme étant un super métier. Voilà. Merci beaucoup, Edouard. Et longue vie à Tam Tam. Et je te dis à très vite. Merci Audrey, à très vite. Bye. Merci d'être arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, le partager à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Plus vous nous donnerez de la force et plus on pourra faire de belles choses. À très vite pour un prochain épisode.